Salut à tous, heureuse de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera un peu spéciale parce qu'elle sera en rapport avec le 14 février, Valentine is coming. Pour cette vidéo, nous allons parler d'un thème demandé par les abonnés. Je ne me rappelle pas exactement sur quel réseau, mais vous avez demandé le concubinage. Je me suis dit, pourquoi restreindre le thème au concubinage quand on peut parler de ça et des différentes notions voisines. Par notion voisine, j'entends le mariage et les fiançailles. Pour cette tâche ardue, pourquoi être seul? C'est un truc de l'amour, il faut être deux, il faut être plusieurs, comme vous souhaitez. Je serai accompagnée aujourd'hui d'un monsieur, Maître Monsège, avocat au barreau du Cameroun. Bonjour Maître. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que je vous ai bien reçu. Jusque-là, tout se passe bien. D'accord. Vous êtes donné un verre d'eau, je pense que j'ai fait le minimum. Déjà, je vais redire bonjour aux abonnés et 24 heures à l'avance, excellente célébration de la Saint-Valentin pour ceux qui se plairont à cet exercice. Alors, il faudrait savoir aussi que plusieurs abonnés que j'ai sur mes canaux d'actualité ont sollicité quelques éclaircissements sur la notion de concubinage ou bien on reste, comme c'est communément appelé sous nos cieux. Donc, c'était intéressant, un double titre, de pouvoir travailler avec Mademoiselle Juridique et de pouvoir réaliser cette tâche en duo, en prélude au 14 février. Donc, les liens et les différents noms des chaînes de maîtres vous seront mis juste en bas de la vidéo et je vais laisser les différents liens en description pour que vous alliez vous abonner massivement, regarder ces vidéos, commenter, partager. Il est là, poser toutes les questions, il est disponible. Pour moi, pour qu'on soit au même niveau, les abonnés et nous, on doit poser des bases, je pense, mettre des définitions des différents concepts. Je vais vous demander, qu'est-ce que le mariage? Commençons déjà par dire une chose sur ces trois concepts. C'est qu'ils mettent en conjonction, ils mettent en relation deux personnes. Donc, autant dans les trois concepts, nous aurons deux personnes, autant nous aurons des particularités. La particularité du mariage, c'est qu'il renvoie à l'union légale de deux personnes de sexe différents qui solennellement prennent des engagements l'un vis-à-vis de l'autre et normalement de manière viagère, c'est-à-dire à vie. Les fiançailles, on comprend directement que c'est une promesse d'union, contrairement au mariage qui est la l'union. concrétisation de la promesse. Donc, vous comprenez avec moi, fiançailles, promesse d'union, mariage, concrétisation de l'union légale de l'union. Pour les différentes conditions, les différentes modalités liées au mariage, je vais vous laisser une vidéo juste là que j'ai faite il y a quelques semaines, je crois, concernant les conditions et même les effets du mariage. Alors, maintenant, tombons dans ce qui intéresse nos chers abonnés, le bien reste ou encore le concubinage. Alors, comment on va appréhender ça? Dites-moi un peu. Si nous sommes d'accord que le mariage est la concrétisation d'une promesse faite en forme légale et solennelle, le concubinage ira totalement à rebours. Le concubinage est une union de fait, contrairement au mariage qui est une union de droit, une union légale, et consistera donc juste pour deux personnes à partager leur vie avec une apparence de stabilité et de continuité comme il s'agirait dans un mariage classique. Pour faire un résumé assez concret, vous l'aurez compris, le mariage est l'union de droit, les fiançailles sont une promesse de mariage et le concubinage est une union de fait. Nous allons donc passer directement aux questions de nos différents abonnés. Donc, pourquoi les gens pensent que le concubinage, c'est le mariage? Alors, pourquoi est-ce que les gens pensent que le concubinage, c'est le mariage? Nous l'avons dit tout à l'heure lorsque nous avons essayé de décrire ce phénomène social, très répandu d'ailleurs. Le concubinage confère une apparence de stabilité et de continuité. Qu'entendons-nous par stabilité?
Vous allez avoir deux personnes qui vivent sous le même toit, qui sortent ensemble, rentrent ensemble, donnent toutes les garanties à leur voisinage immédiat ou même éloigné que ces personnes sont liées par autre chose qu'une promesse verbale. Elles partagent leur vie, elles partagent leur intimité, elles se soutiennent, elles sont solidaires l'une vis-à-vis de l'autre, parfois investissent même dans les mêmes projets. Voilà pourquoi pour beaucoup de personnes, le concubinage est une forme de mariage. Je dirais que ça va peut-être un peu plus loin parce qu'on a tendance à entendre les hommes dire que le mariage va me coûter cher, vu qu'on sait que c'est généralement l'homme qui assume la majeure partie des dépenses liées au mariage. Je pense aussi que ça peut être lié à ça. Alors là, il s'agirait sûrement d'une perspective, j'ai envie de dire, culturelle. Dans certaines régions du monde, l'organisation du mariage n'est pas aussi compliquée que d'organiser une sortie de diplôme d'étudiant ou encore juste une célébration restreinte. Sous d'autres cieux, par contre, la solennité de l'union entre deux familles doit être marquée, doit être mémorable et demande donc un certain type de moyens financiers matériels. Dans cette logique, on comprendrait que certaines personnes soient quelque peu refroidies par ce que ça demanderait comme charge, comme implication, mais gardons toujours à l'esprit que le concubinage et le mariage se différencient en beaucoup de points. Alors, peut-on appeler le concubin fiancé juste parce qu'on vit ensemble? Comme on l'a défini au départ, les fiançailles sont une promesse en fait solennelle de mariage. Ce n'est pas parce que vous vivez ensemble en tout cas que ça signifie que vous êtes fiancés. Les concubins qui vivent ensemble ne sont pas forcément fiancés, ils sont juste concubins. Donc, les fiançailles commencent vulgairement ici chez nous par la grande demande qu'on fait à genoux, un pied au sol, à terre, le pied gauche, le pied droit. Vous allez faire ça avec? Certainement pas. Est-ce que c'est parce qu'on vit ensemble qu'on est fiancé, qu'on peut appeler son homme ou sa femme fiancée? Non. Par contre, je me permettrais d'ajouter qu'en termes d'analyse sociale, c'est un usage très fréquent sous nos cieux d'entendre une personne, un concubin, présenter son partenaire comme étant son fiancé. Parce que pour beaucoup, ou alors dans l'acception générale, le concubinage est une antichambre au mariage. On commence à vivre ensemble pour peut-être s'évaluer, pour mieux se connaître, dans l'optique de définitivement lier nos vies. Donc, il est arrivé à plusieurs reprises, il arrive très fréquemment d'ailleurs que les concubins se présentent donc comme étant des fiancés. Mais d'un point de vue strictement juridique, concubin, cohabitation et appellation de fiancés n'ont aucun lien les uns avec les autres. N'hésitez pas aussi à donner vos réponses en commentaire, ça va nous permettre d'échanger et d'avoir plusieurs points de vue. Prochaine question. Pourquoi le concubinage prend une telle envergure de nos jours? Je pense que nous y avons déjà répondu un tout petit peu dans nos toutes premières questions. D'un point de vue culturel, la charge que constitue l'organisation d'un mariage, l'entretien classique d'une famille dans certaines régions du monde amène les époux à prendre un peu plus, ou alors les époux, les futurs époux, à prendre un peu plus de temps, un peu mieux se préparer pour pouvoir s'engager. Voilà. Après tant d'années de concubinage, si le bon monsieur se lève, et j'ajouterai si la bonne madame, se lève et part se marier avec un ou une autre, qu'est-ce que la loi prévoit pour le concubin abandonné? Je vais dire que de façon générale, déjà, la loi n'encadre pas cette situation de concubinage. Et pour être même plus précise, lorsque vous partez vous marier, on vous demande de remplir certaines conditions au rang desquelles la cohabitation n'y figure pas. Le bon monsieur ou la bonne dame peut donc passer 10 ans avec vous, 15 ans, 20 ans, et décider quelque temps après d'aller se marier avec une autre. Et il ne tombera pas sous le coup de la loi. Ceci, c'est le régime principal. Le code civil ou le droit civil ne reconnaissant pas l'institution du concubinage, en tout cas pas sous nos cieux, parce qu'en termes de droit comparé, plusieurs pays européens ont par exemple développé le PACS, qui est le pacte d'assistance civile et de solidarité, qui aujourd'hui a une importance qui se rapproche de celle du mariage.
Mais culturellement, ça peut se comprendre si on regarde les choses d'une certaine manière. S'agissant de nos Sud-Africains, un peu plus classiques, le concubinage n'est pas reconnu par le Code civil. Par contre, dans toute situation au cours de laquelle une personne subira un préjudice de la part de l'action ou de l'inaction d'une autre personne, elle pourrait voir engager la responsabilité de celle-là. C'est le principe de la responsabilité de l'article 1382 et suivant du Code civil, de notre Code civil. Tout fait de l'homme qui cause autrui un tort oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. Donc, si du fait de la cohabitation pendant de si longues années, un préjudice s'était réellement dégagé et que le conjoint, pas le conjoint, excusez-moi, et que le concubin abandonné venait à souffrir de ce préjudice, il est fondé à demander à une juridiction compétente réparation pour ce préjudice subi. Dans ce cas, on vous dira donc qu'il faut essayer à chaque fois de vous rapprocher des experts pour savoir exactement dans quelle situation vous vous trouvez et si la situation permet de réclamer certains droits. Parce que j'imagine qu'il y a des situations où aucun droit ne peut être réclamé. Tout à fait. Et vous devrez juste rester comme ça avec vos larmes. Donc voilà. Prochaine question. J'ai acquis un terrain avant le mariage avec titre foncier et j'ai construit avant et pendant le mariage. En cas de divorce, la femme aura-t-elle des droits sur le terrain? Alors, on devine très bien qu'il s'agit d'un abonné et pas d'une abonnée, que nous saluons déjà. Pour répondre de manière succincte, parce qu'il y a beaucoup de régimes, beaucoup de dispositions légales qui peuvent intervenir suivant les variétés dans les cas. Mais que se passe-t-il en cas d'acquisition d'un bien avant et pendant une union? Il faut savoir que, s'agissant spécifiquement d'un mariage, si nous avons bien compris la question de cet abonné, le régime matrimonial va régler cette question. Nous avons trois principaux régimes matrimoniaux. Le régime de la communauté universelle ou de la communauté légale. On a un régime de fusion des biens acquis ou hérités et nous avons des régimes de séparation de biens. Suivant dans le type de régime matrimonial qui sera choisi par les époux avant ou lors de la cérémonie de mariage, le bien en question pourra avoir un statut tout à fait différent. Quel intérêt de faire le viens on reste si tu n'es pas sûr qu'il va t'épouser? Je suis à peu près sûr que c'est une abonnée. Alors, je pense qu'il y a eu un début de réponse. Et cette question fait plus appel à une subjectivité, je trouve. Vous savez, les relations qui naissent entre deux personnes sont parfois très compliquées. Vous pouvez vraiment vous sentir bien avec eux et vous dire que voilà, c'est la personne avec qui je vais partager le reste de ma vie. Le concubinage, dans ce cas, je me dirais que c'est parce que la demoiselle s'est peut-être dit je vais laisser le temps à mon gars, à mon concubin de réunir les fonds pour pouvoir se présenter comme il se doit devant ma famille afin de célébrer le mariage en bonne et due forme. Qu'est-ce que vous en pensez? Autre chose? Je n'ai rien à ajouter à cette question. Prochaine question. Comment on sait que l'homme ou la femme est le bon ou la bonne personne? Alors là, il s'agit d'une question essentiellement non juridique. Elle est d'abord humaine. Il n'existe pas d'éléments juridiques qui permettent de savoir si une personne est la bonne ou pas. Il s'agit avant tout d'une question de bon sens, de feeling et bien sûr de l'épreuve du temps. Il n'existe rien qui ne se révèle à l'épreuve du temps. Ce n'est pas pour demander à nos abonnés de passer des décennies avant de se décider à faire la demande ou à passer la bague au doigt, non. Mais il n'y a pas d'élément juridique qui permet de savoir qu'une personne est meilleure qu'une autre. On a des actes, on a des faits et on a notre bon sens. En cas de rupture des fiançailles ou de décès du fiancé, qu'a prévu la loi? Il n'est vraiment rien prévu de manière légale pour ces deux concepts, fiançailles et concubinage. Donc, lorsque vous vous engagez à l'intérieur, vous vous engagez à vos risques et périls. Je me permettrai de rajouter quelques éléments. N'oublions pas que tout à l'heure, nous avons parlé de préjudice du fait de la rupture. Le préjudice peut aussi exister du fait du décès.
mais c'est une autre question. Par contre, dans le cas particulier des fiançailles qui sont une promesse solennelle d'union, des cadeaux peuvent être faits. Une bague de fiançailles, un bijou familial, des biens sous condition, des biens dont le transfert de propriété est soumis à condition de mariage. Tous ces biens-là doivent être restitués en cas de rupture, de fiançailles et de décès. Maintenant, certains cadeaux feront l'objet d'une appréciation au cas par cas. Il ne faut pas remettre au régime de plantain. Il a hier mûri. Vous savez, il a mangé. On fait comment? C'est fini, mon type, c'est mort. Donc, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, au cas par cas pour les cadeaux. Donc, on dit au cas par cas pour les cadeaux. Bien sûr, ce sera devant un juge et à l'appréciation des circonstances dans lesquelles ce cadeau a été remis et à quelle fin. Okay. En cas de rupture des fiançailles ou de concubinage, est-ce que la concubine ou la fiancée a les mêmes droits que la veuve? Alors, si nous parlons de veuve, nous parlons automatiquement de décès du partenaire ou du partenaire de vie, nous allons dire. Étant donné que, dès le départ, nous avons posé les bases, à savoir que le mariage est une union de droit, pendant que les fiançailles sont une promesse solennelle et le concubinage une union de fait, les régimes ne peuvent pas être identiques. Ils ne peuvent pas être les mêmes. Donc, ne serait-ce que sur cette base-là, la fiancée abandonnée, le concubin est conduit, ne pourront avoir les mêmes droits qu'une veuve. Concernant la veuve, vous avez les différentes vidéos liées aux successions sur YouTube. Je vais vous mettre les liens des vidéos. Et même sur les différentes chaînes de Maître, il a fait des petites capsules de, je crois, 1 à 1 minute 30 sur le découillous. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme sur les questions liées à la paternité, à la filiation, au découillous, à la succession. Plein de questions qui tournent autour du droit de la famille. Vous serez servi. La dernière question. La dernière question. Quelle est la principale différence entre ces 3 concepts? Je pense qu'on n'a même plus besoin de parler. Nous y avons répondu, oui. Mais pour faire plaisir à cet abonné qui sûrement va regarder la vidéo, la principale différence entre mariage, fiançailles et concubinage tient déjà à la nature même du concept. Le mariage est une union de droit à l'issue d'une procédure ou alors d'une cérémonie solennelle qui crée vis-à-vis des mariés des droits, des devoirs et des obligations et bien sûr un statut social particulier, comme par exemple le port du nom, comme par exemple la résidence conjointe, comme par exemple les devoirs d'assistance, de soutien et d'encadrement. S'agissant des fiançailles, nous ne sommes que dans une promesse. Une promesse certes faite solennellement, mais une promesse qui peut aussi être annulée. Enfin, le concubinage est une union de fait entre 2 personnes qui vont reproduire l'apparence de la stabilité et de la continuité, sans que ne naisse obligatoirement l'un vis-à-vis de l'autre ou l'une vis-à-vis de l'autre des devoirs, des obligations et des changements de statut social. Voilà. Donc, en ce qui concerne les 2 derniers concepts, fiançailles et concubinage, retenez que lorsque vous vous engagez dans ces différentes relations, vous n'avez rien pour vous protéger et la loi ne prévoit rien du tout pour vous. Maître a souligné qu'en cas de dommage, bien sûr, vous êtes fondé à demander réparation, mais comme il l'a si bien précisé par la suite, c'est au cas par cas. Donc, vous ne pouvez pas vous lever à tout moment pour venir dire « on m'a quitté, je demande 5 millions ». Peut-être vous allez défendre. Toute personne a le droit d'être défendue devant les juridictions. C'est tout pour cette vidéo. Vous avez quelque chose à ajouter, Maître? Commentaire, partage. Et n'hésitez pas à toujours recourir à l'expert du droit pour toutes les questions qui peuvent avoir une incidence juridique sur votre vie. Nous ne le dirons jamais assez, prévenir vaut mieux que guérir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux et à nous y laisser vos différents commentaires. Je le redis encore. Donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.